Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Grands noms de l'histoire de la Lorraine, une émission proposée par Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, on est une association d'éducation populaire qui a pour but de rendre accessible l'histoire et la géographie. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet histoired'enparler.com. Aujourd'hui, on vous propose une émission sur l'abbé Grégoire et la Révolution en Lorraine. Républicanisation égale émancipation, point d'interrogation. Pour cette émission, je reçois Clément Denac. Bonjour Clément. Bonjour Pierre. Tu es docteur en histoire de l'Université de Lorraine et tu as fait une thèse il y a 2 ans, tu l'as soutenue, c'était il y a 2 ans, c'est ça ? Décembre 2022. Oui, sur la Révolution française et sur le processus de républicanisation à Nancy. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce que ça veut dire républicanisation, comment on fait pour passer d'un régime de monarchie à la République. En gros, si je résume la thèse qui fait 1000 pages et quelques... C'est à peu près ça. En gros, c'est ça. En gros. Du coup, on voulait vous parler de l'abbé Grégoire, qui est une figure qui est assez marquante, mais ce sera pas forcément le centre de l'émission. On vous propose une première partie justement sur cet Henri Grégoire qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, fait de l'émancipation son cheval de bataille. D'abord celle de ses paroissiens, puis celle de l'ensemble des citoyens sous la Révolution française. Une figure assez marquante, ce clerc d'Ambert-Ménil, qui, membre de sociétés savantes et philanthropiques, qui devient un citoyen investi dans l'insurrection des curés et une figure de l'Assemblée constituante. Mais toutefois, à Nancy, la vie révolutionnaire n'attend pas son député pour suivre son propre cours tourmenté. Et du coup, c'est peut-être la question que je vais poser. Quelle marque l'abbé Grégoire laisse dans la région ? Alors, je pense que c'est bien de poser la question et de poser des termes. C'est-à-dire que Henri Grégoire est un grand homme de l'histoire lorraine, mais n'est pas du tout un grand homme de l'histoire de la Révolution en Lorraine. Ouais. C'est-à-dire que son parcours, donc il connaît bien Nancy, il a été éduqué chez les jésuites à Nancy, il a été curé d'Ambert-Ménil, et au moment, on va dire, un peu fondateur de la Révolution en 1789, quand il s'agit de réfléchir à envoyer des députés aux États généraux, des députés accompagnés de cahiers de doléances, en mars 1789, donc là on le trouve à Nancy. Ouais. On a un récit, alors pas hyper détaillé, mais on a les grandes lignes des débats qui se passent dans l'assemblée du clergé. Donc une assemblée du clergé qui est très hétéroclite. On a donc l'évêque et son entourage qui sont donc on va dire un peu la bourgeoisie du clergé ou l'élite du clergé, et on a beaucoup de petits curés de campagne. Alors, comme Grégoire, ça ne veut pas dire qu'il inculte ou quoi, ça veut juste dire qu'il travaille à une petite échelle avec un petit nombre de paroissiens et de responsabilités, et des curés de Nancy. On va dire qu'il y a une espèce de polarisation des débats autour de ces deux classes sociales de curés, je mets des guillemets. Et Grégoire est très proche de Guilbert. Guilbert, c'est le curé de Saint-Sébastien de Nancy, dont on a à la bibliothèque diocésaine ici au domaine de l'année la correspondance complète. Donc on peut suivre un peu l'évolution des débats, et on voit que Grégoire sur le fond est un curé très progressiste pour l'époque, en tout cas comparé à d'autres, surtout aux gens de l'évêché qui sont dans une posture très traditionnaliste. Et donc il est déjà par exemple membre de la Société des Amis des Noirs, où il a beaucoup de discours qui sont on va dire assez classiques dans le courant des Lumières. Ouais. Il est élu alors c'est assez compliqué de deviner les rouages. On sait qu'il est élu donc député du clergé aux États généraux en compagnie de l'évêque. Donc on a vraiment un grand écart entre un petit curé de campagne et le chef de l'église locale. Il est élu suite à des tractations qui font beaucoup jaser à Nancy. On sait qu'il a été parlementé avec des vicaires épiscopaux pour obtenir des voix qu'il n'aurait pas eues contre son ami le curé Guilbert. Ouais. Et donc il passe 1 mois et demi à Nancy. Il retourne en vitesse à Lunéville voir ses proches. Et puis le 28 mars, je crois, de mémoire, il part à Paris par la diligence, et il ne reviendra pas en Lorraine avant la fin de la Révolution. Et pour le coup, effectivement, c'est une figure qui est marquante par ses actions. Tu disais, il était fondateur, membre de la Société des Amis des Noirs, donc sur le modèle des Quakers anglais. Il a participé aussi, juste avant la Révolution, 1788, à un essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, qui est distingué par l'Académie de Metz. Je cite tout ça, parce que c'est aussi dans le contexte 1787-1788, il y a l'enjeu de l'émancipation des Juifs qui est pas du tout acquise, parce qu'avant ça, c'est une minorité religieuse qui est discriminée, qui est même
largement intoléré, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est important tu as noté qu'il a eu un prix de l'Académie savante de Metz. C'est important de le noter, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse différence de politique envers les personnes juives entre les 3 évêchés, donc Metz, Toul-Verdun et le duché de Lorraine, Nancy. Donc là, on est vraiment dans une histoire inter-lorraine qui est vraiment très clivée, c'est-à-dire que les 3 évêchés sont connus pour avoir un quartier juif, un ghetto, c'est comme ça que ça s'appelle, depuis le Moyen-Âge. Metz est française 100 ans avant Nancy. À Nancy, le duc Léopold puis le duc Stanislas tentent d'avoir une politique d'ouverture envers la communauté juive. Et même Léopold a beaucoup de soucis. Il nomme un grand financier qui s'appelle Samuel Lévy, qui voit sa maison brûler à Nancy. Il est face à des manifestations. Donc, dans le duché de Lorraine, on passe sous Léopold et Stanislas d'une douzaine de familles tolérées, d'une famille juive tolérée, à 80. Mais ce qui est très peu sur l'ensemble, sur l'ensemble du duché, oui. Alors qu'en Moselle, même malgré la francisation, la Moselle, pardon, les 3 évêchés, à Metz principalement, même malgré la francisation du XVIIe siècle, on garde des statuts de tolérance qui ne sont pas exception entre guillemets sur l'histoire des Juifs en Lorraine par rapport au reste du royaume de France, qui est beaucoup plus intolérant, enfin clairement. Voilà, c'est ça. Donc à Metz, on est un peu dans un pôle ouvert pour les Juifs, et du coup le sujet du prix obtenu par Grégoire à Metz n'est pas anodin. C'est pas à Nancy qu'il aurait eu ce genre de prix, par exemple. Donc effectivement, c'est aussi un contexte. C'est quelqu'un qui est dans l'idée de tolérance, dans une certaine ouverture d'esprit, comme tu disais, par rapport à d'autres esprits du temps, par rapport aux autres dans l'évêché, puis même dans les milieux intellectuels. C'est pas du tout une évidence de soutenir les Juifs et les Noirs en 1788-1789, quoi. Je vais te dire surtout dans les duchés par rapport aux 3 évêchés, du coup, enfin dans les élites intellectuelles. Les grands noms de l'histoire lorraine, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Juste pour repréciser, on a dit il était curé d'Amberménil, il vient de Véaux. Peut-être pour resituer, c'est pas une évidence pour tout le monde. C'est en gros dans l'est, c'est à l'est de Lunéville, quoi. Enfin pour vous remettre un peu en tête. Et donc il va monter à Nancy, puis ensuite monter à Paris, et on ne le revoit plus dans la région, quoi, en gros. Alors, pendant les 2 premières années de la Révolution, il reste un espèce de fil conducteur entre la province et Paris, donc de son rôle de député. Donc il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand on est élu, donc déjà aux États généraux, mais ça va être la même à l'Assemblée nationale constituante, on est commis, c'est comme ça qu'on dit. On part à Paris avec donc des cahiers, les célèbres cahiers de doléances, qui ne sont pas juste des textes de récrimination, de souhaits. Ce sont des comment dire, c'est beaucoup plus, ce sont des injonctions. C'est-à-dire que la personne qui porte les cahiers, le député, donc on le députe, il est commis, il est en charge des volontés de ses commettants. C'est comme ça qu'on dit. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se perdre pendant les 10 années de la Révolution, et qu'aujourd'hui on a complètement oublié, mais les gens qui étaient députés ne pouvaient pas voter pour quelque chose qui n'était pas dans leur cahier. Ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. C'est-à-dire que même si individuellement Grégoire était pour l'égalité entre les personnes noires et blanches, ou les juifs et chrétiennes, si son cahier ne le disait pas, il ne pouvait pas le voter. Porte pas, oui, d'accord. Donc on est vraiment dans une logique, c'est-à-dire que on va avoir des députés légalistes ou légitimistes, ou qui vont respecter leur pouvoir. La plupart des autres députés du clergé lorrain, donc le cahier de doléances du clergé sont connus. On voit vraiment il y a un compromis entre la branche progressiste, Grégoire, Guilbert, et la branche conservatrice de l'évêque. Lafare. Et donc il part à Paris avec un cahier de compromis, et lui, tout de suite, il va le dépasser. Il ne va pas respecter ses pouvoirs au sens auquel on l'entendait en 1789. Par contre, là où il joue son rôle de député, de commis, c'est qu'il tient au courant ses contacts d'anciens de ce qui se passe à l'Assemblée. Donc alors il faut voir que la communication, la transmission d'informations, c'est hyper important au XVIIIe siècle. On peut rappeler qu'il n'y a pas les moyens techniques du XXe siècle, mais du coup il y a pour la presse qu'il y a des moyens, les grands journaux sont diffusés avec 3 jours de délai entre Paris et Nancy. Par courrier, par relais, par voie privée, on a 4-5 jours. En fait, plus vous mettez d'argent, plus ça peut aller vite. Les grandes nouvelles de la Révolution arrivent en 2 jours, un peu plus de 2 jours. Donc Grégoire entretient une correspondance avec Guilbert, c'est vraiment son référent, donc le curé de Saint-Sébastien à Nancy.
Et donc alors c'est une correspondance à la fois, c'est assez intéressant parce qu'il ne raconte pas ce qui se passe à l'Assemblée. Il envoie des extraits de journaux que lui, dont il a accès à Paris, qu'on n'a pas à Nancy, et avec des critiques. Donc, par exemple, Grégoire est attaqué pour sa position sur les Noirs par le député Gorsas. Il explique à Guilbert pourquoi ce que Gorsas dit est de la diffamation. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très détaillé. Alors assez rapidement, en fait, en 1790, à Nancy, il se passe quelque chose d'assez important, qui est l'affaire de Nancy, qui va créer... On en reviendra juste après. On va en parler un peu après, mais du coup, c'est important aussi pour comprendre l'histoire de Grégoire et Nancy, ou en tout cas de Grégoire et la Meurthe. C'est que Grégoire ne se positionne pas clairement pour défendre la ville de Nancy, qui est montrée du doigt par l'Assemblée. Il y a un jugement qui est fait, donc l'affaire de Nancy, c'est des mutins militaires qui sont soutenus par une grande partie de la population nancéenne, qui se font, je la fais très courte, on en reparlera peut-être plus en détail, qui se font réprimer le 31 août 1790 par les armées de Bouillé. Bouillé, c'est le marquis qui est la solde de Louis XVI, qui organisera d'ailleurs sa fuite à Varennes, sa fuite à Montmédy, qui s'arrête à Varennes. Et donc les Nancéens qui pensent avoir bien fait en soutenant des mutins qui réclamaient une solde que la loi prescrivait et qu'ils n'ont pas obtenue, se voient montrés du doigt par l'Assemblée nationale, donc par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif. Et c'est vraiment assez mal vécu, et ça va en fait créer une révolution bis à Nancy, c'est-à-dire qu'on va tout voir par ce prisme dans les années qui vont suivre. Et Grégoire, lui, il ne prend pas parti pour la ville de Nancy, contrairement à d'autres députés du tiers, comme Adrien Duquesnoy ou Claude Ambroise-Régnier. Donc c'est à partir de là, sa correspondance s'arrête avec le curé Guilbert. Et dans la presse locale, les rares fois où on parle de lui, son surnom c'est l'émerveillé. C'est-à-dire qu'il a des grandes idées, il parle bien, mais il n'est pas trop au courant de la réalité. Ouais. Quoi. Et peut-être parmi justement ces grandes idées qu'il va défendre à l'Assemblée nationale, on parlait de l'émancipation, l'égalité des droits civils pour les juifs, donc ça c'est en 91. Juste avant ça, il y a la constitution civile du clergé, c'est quand même un élément assez important. Lui justement, comment il se positionne vis-à-vis de ça, de ce rapport avec la Révolution? Alors il se positionne, il fait plus que se positionner, parce qu'il fait partie des gens qui ont rédigé le texte. Donc c'est un peu... c'est une des idées qu'il porte, c'est-à-dire de penser que à partir du moment où l'on considère qu'il y a une puissance suprême, ça va donner l'être suprême 2 ans plus tard, alors tout le monde y est lié avec un chemin différent ou pas, juif, mahométain on disait à l'époque pour l'islam, ou chrétien avec les protestants ou catholiques. Et donc ça doit rentrer dans le domaine public. Les personnes qui font le lien entre le terrestre et le divin doivent être payées par l'État, peu importe le divin. Donc c'est la constitution civile du clergé, on le voit vraiment comme une espèce de publicisation de la religion, mais c'est aussi par ce biais que sont définitivement entrés dans le champ public les prêtres, enfin en tout cas les prêtres, c'est pas forcément le bon mot, mais les rabbins et les ecclésiastiques de manière générale. Voilà. Quoi. Enfin, ouais. Alors du coup, ça crée une scission assez forte. Il faut bien comprendre aussi que ça participe d'un gros rejet de Grégoire dans la Meurthe, pas dans la Moselle, mais dans la Meurthe, où l'évêque Lafare a émigré très tôt dans la Révolution, était son rival pour l'élection aux États généraux. Et donc vraiment, il a beaucoup pamphlété sur Grégoire, cet évêque qui était en Allemagne. Et donc l'évêque continue à gérer le diocèse depuis Trèves, et rapidement à Nancy on réclame un évêque. On dit que cet évêque-là c'est plus légal. En plus donc il y a une grosse campagne contre la constitution civile du clergé. La moitié du clergé d'abord ne prête pas serment, une partie émigre, une partie se cache, etc. Et donc Grégoire va là il a un vrai rôle en tout cas à Nancy, c'est qu'il convainc un évêque de venir faire service à Nancy, l'évêque Lalande, qui est un de ses proches, qui fait partie de la Société des Amis des Noirs, qui a milité pour les Juifs, et puis qui est aussi un philosophe qui a beaucoup écrit avant la Révolution. Donc, c'est vraiment une personnalité, une espèce de star de l'époque, quand Nancy apprend qu'ils ont Lalande pour évêque. D'accord, on est vraiment heureux. C'est la star de l'époque. Mais il refuse. Et ça dure des mois et des mois. Et donc Grégoire va tous les jours le voir en lui disant en essayant de le convaincre. Le maire de Nancy prend son cheval et monte à Paris. Il est accueilli par Grégoire. On essaye de convaincre Lalande qui finalement accepte. On sent que c'est un peu à contre-cœur. Il n'a jamais mis les pieds en Lorraine.
Ok. Et du coup, l'abbé Grégoire aussi va se distinguer encore par la suite, avec le vote pour l'abolition de l'esclavage en 1794. Donc ça, quand même, c'est encore une fois dans cet esprit d'émancipation, c'est quelque chose qui va porter tout au long de son parcours pendant la Révolution. Alors ça c'est super intéressant. C'est une des choses que j'avais notées. Donc on a quand même un Lorrain qui participe à Paris à faire voter l'abolition de l'esclavage, qui est une mesure ultra révolutionnaire au XVIIIe siècle, il faut vraiment le penser comme ça. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur le local, et l'abolition de l'esclavage, c'est vraiment... on en parle, c'est pas un sujet, quoi. Ouais. Voilà. On s'intéresse beaucoup plus aux questions sociales, on est vraiment sur quelque chose de l'économie, l'aide aux pauvres, la vie quotidienne, et les grands sujets philosophiques qui passent. C'est assez surprenant de comparer ce que nous on retient aujourd'hui avec 230 années de plus de réflexion, avec des questions plus quotidiennes. Aussi, parce que l'esclavage a aussi, donc il a été aboli en 94, mais il a été remis en place sous Napoléon en 1803. C'est toujours la faute de Napoléon. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que je veux dire il y a eu une autre abolition en 1840 qui fait date, celle de 1794. De l'an 2, on s'en souvient moins. Et après, donc la deuxième, ça fait partie des surprises ou des choses qu'on apprend en faisant de la recherche, c'est que par exemple, l'abolition de l'esclavage de l'an 2 à Nancy, même si elle est menée par un Lorrain, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, ouais. Mais tout comme on en parlait tout à l'heure de la mort du roi, on en parle beaucoup quand on travaille sur l'histoire, le 21 janvier 1793. Ouais, c'est moins important. C'est commenté, mais bon, voilà. Que la guerre. Voilà. Oui. La guerre, on en parle. Et dernier élément sur l'abbé Grégoire, c'est le terme de vandalisme. Le vandalisme, c'est lui qui va populariser cette notion en référence aux Vandales, donc du 5e, 6e siècle, ces troupes barbares. Et du coup, le vandalisme, il va faire une étude aussi justement du vandalisme à Nancy. Alors il y a plusieurs étapes. On est en 1792. Donc au moment où le roi donc il y a la fameuse journée du 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris, le roi est mis en détention avec sa famille, et l'Assemblée a un mois pour trouver qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus de droit. Et donc ça en parallèle de l'invasion austro-prussienne par Longwy et par la Lorraine. Du coup on est dans un contexte hyper compliqué, plus d'exécutif, et le pouvoir est mal défini à ce moment-là. C'est vraiment une période hyper intéressante à étudier et hyper compliquée. Par exemple, les municipalités en fait deviennent des espèces de centres de pouvoir exécutif locaux face au manque d'informations, à l'arrivée des armées, etc. Et donc dans ce contexte-là, on a les gens qui partent à la guerre, qui se portent volontaires pour aller se battre, en veulent beaucoup à la monarchie et se mettent par exemple à Nancy, c'est assez clair, à détruire les fleurs de lys qu'il y a sur la place érigée par Stanislas, qui s'appelle la place royale, qui devient d'ailleurs la place du peuple à ce moment-là. C'est pas pour rien, on casse la statue de Louis XV, on veut plus d'un roi au milieu de la ville. Évidemment. Et donc assez rapidement l'Assemblée nationale, avant même la République, on est entre le 10 août, c'est la loi du 14 août 1792, prend un décret pour dire dans toutes les villes de France, tous les monuments qui rappellent le féodalisme seront enlevés, et après, en fonction de leur intérêt pour les arts, on les garde ou on les fond pour en faire des armes pour la guerre. Pour la guerre, parce que c'est vraiment quelque chose de très utilitaire. Si on détruit, il faut que ça serve soit pour enseigner, c'est-à-dire des grands artistes qui auraient commis quelques œuvres royalistes, on va quand même garder leurs œuvres pour s'en servir comme modèle, et sinon ça va servir pour faire des armes. Alors c'est assez fou, parce que ça crée à la fois un moyen de défense nationale, mais aussi c'est l'invention des musées, comme on les connaît aujourd'hui. Et donc c'est dans ce contexte-là que on donne pas, en fait, on veut contrôler l'énervement, la colère du peuple. C'est comme ça que Grégoire fait rapidement référence aux Vandales, donc une référence historique plus vieille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui détruisent des choses sans qu'on puisse le transformer en moyen d'enseignement ou en moyen de défense. Donc on parle vraiment de quelque chose de très pratique, et puis rapidement il va théoriser ça, parce que ce vandalisme, il va pas être... il est un peu inventé, en tout cas la notion est inventée pendant la Révolution, mais on pourrait parler des œuvres protestantes au XVIe siècle détruites dans des guerres de religion, etc. Enfin c'est quelque chose d'assez courant de détruire des symboles de pouvoir que l'on juge obsolètes. Et donc là on parle de vandalisme, et donc les lois vont à partir du directoire vont devenir plus sévères à ce sujet, et puis l'abbé Grégoire va produire plusieurs mémoires, dont un qui tente de chiffrer tout ce qui a été détruit en France pendant la décennie révolutionnaire, et c'est celui-là qui reste un peu aujourd'hui comme
le modèle de la pensée sur le vandalisme et la préservation des œuvres. C'est des sujets qui reviennent beaucoup d'actualité. Je sais pas si tu te souviens de certaines statues ou de certains ministres de Louis XIV qui ont été un peu redécoré. Un petit peu redécoré, tout à fait. Donc c'est quand même une thématique qui a été évoquée par l'abbé Grégoire. Je vous propose de faire une petite pause et puis on revient sur la Révolution à Nancy en Lorraine après avoir parlé de l'abbé Grégoire. Un soir disait Condorcet à notre confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique, dont on voulait de Louis porter la couronne. Mais bientôt, à mes avis, dont on s'abandonne, car il pense comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république bien démocratique. On porte aux cieux un héros tant qu'il est utile. On jouit de ses travaux, ensuite on l'exile. Cela n'est pas trop décent, mais c'est l'usage pourtant d'une république bien démocratique, sans craindre d'un importun les discours infâmes. Nous mettrons tout en commun jusque à nos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux servir l'esprit d'une république bien démocratique. Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Grand nom de l'histoire de la Lorraine, une émission proposée par Histoire d'en parler, une association qui a pour but de rendre accessible l'histoire et la géographie. Je suis toujours avec Clément Denac, qui est docteur en histoire de l'Université de Lorraine et qui a fait une thèse sur la Révolution française et le processus de républicanisation à Nancy. Et ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on était sur l'abbé Grégoire dans notre premier temps et on va s'intéresser peut-être à Nancy. Il y a notamment un événement qui est plus connu, qui est plus présent que les autres, c'est l'affaire de Nancy. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce que c'est cette affaire de Nancy ? Alors, généralement, dans l'historiographie, l'affaire de Nancy, c'est vraiment le moment un peu de gloire qu'on retient de ce qui se passe à Nancy, qu'on apprend dans les histoires générales de la Révolution française, qui a eu un impact en dehors de la Lorraine, et qui se résume, donc les historiens parlent souvent d'une mutinerie, d'un soulèvement des soldats qui étaient en casernement à Nancy. Alors, pour bien comprendre, en 1790, parce que c'est de cette année dont il est question, on compte 29 500 habitants à Nancy et 5000 soldats. Donc c'est quelque chose de... Une proportion importante. Une personne sur 6 qu'on croise en ville est soldate. Et donc parmi ces soldats, il y a trois grands casernements. Il y a le régiment du roi, qui est un régiment qui est là depuis les années 1780, qui est hyper impliqué dans la vie de la cité. Le régiment du roi, il a sa boulangerie, il a son service social, il a son aide aux pauvres. Il y a un régiment de cavalerie qui s'appelle Mestre de Camp, qui est logé au quartier Saint-Jean, actuellement près de la FNAC. Et puis il y a le régiment des Suisses. Donc les Suisses, à l'époque, sont des mercenaires. C'est un pays à la fois neutre et qui fournit beaucoup d'armées payantes, surtout donc, au pouvoir royal français. Donc là, c'est les Suisses de Lullin de Châteauvieux. Et en 1790, on est en pleine écriture d'une constitution à l'Assemblée nationale, où justement on réfléchit au statut de citoyen. Par exemple, est-ce que les soldats peuvent être citoyens ? Si oui, de quelle manière ils sont salariés ? On repense un peu tout leur statut. Et donc les soldats qui sont donc 5000 à Nancy, qui ne sont pas occupés à faire la guerre, qui sont vraiment occupés à suivre l'actualité comme tout le monde, créent une société populaire de soldats et réclament d'avoir des droits de citoyens. Donc ça commence comme ça. Assez rapidement,
Les soldats du régiment du roi et de Mestre de camp, qui sont des soldats français à la solde du roi, obtiennent des augmentations, des revalorisations de salaire. Alors je la fais courte, mais en fait à l'époque, donc dans les régiments, il y avait ce qu'on appelait la masse, c'est-à-dire que sur chaque salaire donné à un soldat, on retenait 10% à peu près qu'on mettait dans une masse, c'est-à-dire une espèce de trésor et cette masse, elle était prévue en cas de coup dur ou pour aider les éventuellement familles des soldats décédés au combat, etc. Sauf qu'on n'y touchait pas. Par exemple, pour le régiment du roi, on n'avait jamais ouvert la masse depuis 1762. Donc on imagine un gros trésor avec une partie de l'argent des soldats. Donc eux, ils demandent à pouvoir récupérer cette masse et à la partager comme eux le semble, ce qui est formellement interdit par la loi. Mais ils obtiennent, donc alors, les soldats du régiment du roi séquestrent leurs officiers, donc ça c'est dans les grandes casernes de Sainte-Catherine qui se trouvent au bout de la rue Sainte-Catherine à Nancy. Ils séquestrent leurs officiers, alors là on est vraiment dans une situation qui n'est plus légale, ça pousse les pouvoirs locaux à se positionner, que faire? On a quand même des hommes en armes par milliers qui vont au-delà de la loi. On réclame des explications à Paris, on écrit beaucoup à Paris, l'Assemblée nationale statue pour les déclarer hors la loi. On négocie, au final on aboutit à pouvoir toucher une partie de cette masse, donc de cette somme. Donc les deux régiments français, ou en tout cas la solde du roi, obtiennent des avancées, et faites ça très largement dans les auberges de la ville avec donc, ce que je vous raconte, ça se passe entre avril et juillet 1790, on a 4 mois d'effervescence. Et le régiment des Suisses, eux, qui sont pas du tout sous un statut légal français, un peu jaloux de leurs collègues, séquestrent leurs officiers, réclament la même chose, sauf que là, on leur dit non, vous n'êtes pas sous la loi française. On fait intervenir un régiment qui est à Lunéville, qui trouve 2 meneurs et qui les fouette pendant 2 heures en place publique. Ce qui crée on les appelle les martyrs suisses. Ça crée tout de suite un grand effroi dans la ville. Du coup, les 2 autres régiments qui avaient obtenu leurs avancées soutiennent leurs camarades suisses. Et en août 90, à partir du 8 août 1790, Nancy est complètement hors de contrôle. Ce sont les soldats qui prennent le contrôle de la ville. Alors, on dit souvent, et c'est intéressant la réécriture qu'on en fait, c'est-à-dire qu'on pense que ce sont les soldats qui mettent un peu le chaos. Donc, on organise des courses de voitures, on se déguise en aristocrate ou en officier, on séquestre des officiers. Mais on a aussi toute une partie de la population qui profite directement des mannes obtenues par les différents régiments, des mannes financières, donc des petits commerçants, des aubergistes, des artisans, qui soutient ces soldats. Et on pense que ce que l'on fait, c'est propre à un acte révolutionnaire. On est en train de réclamer des droits, de les obtenir contre des puissances, contre des aristocrates. Les officiers sont souvent contre-révolutionnaires, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle. Donc on pense vraiment faire acte de révolution. Et le peuple de Nancy, c'est dur à chiffrer, mais on parle quand même de 500 à 1000 personnes qui soutiennent ces régiments, pense faire acte de révolution. Et ça, c'est super important de le comprendre, c'est-à-dire qu'au moment où le roi fait envoyer le marquis de Bouillé pour réprimer cette insurrection, c'est comme ça qu'on l'appelle, une partie de la ville prend parti pour les émeutiers, défend les portes de la ville jusqu'à ce qu'il y ait un coup de feu. Alors on retient aujourd'hui le fameux Désil qui se serait interposé entre les forces du roi et les forces insurrectionnelles. On a quand même des combats qui font plus de 280 morts et 500 blessés, donc avec des tirs dans la rue, sur des civils et sur des soldats. Donc oui, c'est un épisode qui est quand même important aussi dans les histoires de la Révolution au sens large, quoi. Enfin, c'est pas juste, oui, et puis alors, dans l'histoire d'une ville de 20 000 à 25 000 habitants, on se rend compte du traumatisme que c'est. Et ce qui est encore plus traumatisant, c'est la suite. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon. Et donc on donne bien sûr raison au camp royal, c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif s'accordent pour dire que la ville de Nancy a failli, la ville de Nancy a fait honte à la Révolution, ce sont les termes qu'on emploie. Du coup c'est doublement mal vécu au local, et le seul moyen finalement, parce que c'est ça qui est dur quand on interroge les sources, c'est qu'en pensent les gens, en fait il y a des élections peu de temps après, en décembre. Et là, en décembre, la municipalité précédente est balayée, on n'élit que des gens qui ont soutenu l'affaire de Nancy. Nous, dont Étienne Molvaux, qui fait partie du club des Amis des Noirs, comme Grégoire d'ailleurs.
Donc on a un premier moment il faut se positionner face à la Révolution. Nous, la Révolution, quand on l'a fait, on est puni. Et puis la fin de cette affaire, c'est 1791, le 21 juin 1791, l'arrestation du roi à Varennes, fuite du roi, désertion, trahison, on dit à l'époque, organisée par le marquis de Bouillé, le même qui a fait des centaines de morts à Nancy. Du coup, on va dire 10 mois plus tard, les Nancéens disent à la face de la France: on avait raison. On vous avait prévenu, quoi, voilà, entre guillemets. C'est lui le méchant dans l'histoire, quoi. Et du coup, on accélère un tout petit peu sur la chronologie. On arrive à partir de le roi est capturé, enfin tous ces épisodes-là. Journée des Tuileries, 1792. Je sais que je te fais mal en balayant la moitié de la thèse, mais du coup, on arrive avec la guerre qui devient de plus en plus patente Alors, il faut bien comprendre, à Nancy, c'est hyper dur à comprendre, mais on a en même temps la prise du palais des Tuileries par les troupes fédérées à Paris, l'arrestation du roi, l'entrée dans l'inconnu institutionnel et politique, et à la fois l'invasion. C'est-à-dire qu'on a des armées hyper organisées qui viennent d'Autriche et de Prusse, qui rentrent pas n'importe où, qui rentrent par le nord de la Lorraine. Donc forcément, nous, la menace est concrète. On a une menace directe. 1792. Et du coup, on dit aux gens, ils rentrent parce que le roi a été arrêté. Tout est lié. Oui, on est vraiment d'une question à la fois politique et militaire. Et du coup, à Nancy, on pense être la première ville à être capturée et pour ouvrir la route de Paris, on le sait maintenant. Après coup, c'est facile de dire que c'était pas Nancy. Ils sont passés par Valmy, ils se sont arrêtés à Valmy. Mais donc, on pensait vraiment qu'ils allaient descendre à Nancy, hiverner à Nancy MS, et puis progresser comme une guerre d'Ancien Régime. Ce qu'ils n'ont pas fait. Mais du coup, face au manque d'ordre qui viennent du pouvoir exécutif, qui n'existe plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus de consignes pour défendre la ville, on ne sait pas quoi faire. La plupart des armées, suite à l'affaire de Nancy, ont été enlevées de la ville. On a pris les canons de la ville. On l'a désarmée parce qu'elle était insurrectionnelle en 1790, donc les Nancéens ont peur en août 92. Et donc on décide, ce qui si on n'était pas dans une situation de chaos, ça pourrait être hallucinant, mais donc la ville décide elle-même de s'armer, de former des soldats pour défendre la ville, de fondre des œuvres d'art pour faire des canons, etc. Mais ça, c'est décidé par la municipalité alors oui, c'est la journée du 22 juillet 1792, où on est très peu de temps après l'appel qui s'appelle La Patrie en danger. Donc là, le maire, Adrien Duquesnoy, fait un grand discours, il invite les gens à se porter volontaires pour aller se battre contre l'envahisseur. On est juste après aussi le manifeste de Brunswick que nous avez sûrement déjà dû entendre parler, qui était à mon avis une erreur stratégique de la part des belligérants adverses. Mais du coup, Nancy connaît alors on n'a plus donc c'est Nancy et les villages voisins. En 3 jours, on mobilise 500 volontaires. Donc là, on parle vraiment de paysans, d'artisans, de pères de famille qui s'engagent volontairement. Il n'y a aucune pression pour qu'ils s'engagent pour les défendre. Alors, on peut comprendre aussi leur engagement. La mairie, le maire, etc. dit voilà, vous êtes de bons Français, vous voulez sauver la Révolution. On peut comprendre aussi que les gens qui s'engagent, ils veulent aussi sauver leurs biens, leurs propriétés, défendre leur famille du danger qui est direct. Et donc cette journée du 22 juillet 1792, qu'ils vont appeler la gloire de Nancy, le procès verbal de la municipalité qui notifie les 5000 engagements volontaires, les grands discours, le vieux soldat retraité qui retourne, tout le monde fait son discours, ils sont tous notés, ils sont tous consignés, c'est très intéressant comme archive. Ce procès verbal, on l'imprime et on l'envoie à toutes les communes de France. D'accord. Et une bonne centaine de communes répondent pour dire bravo Nancy. C'est vraiment après l'été 90 où Nancy a été honnie parce que soi-disant pas assez révolutionnaire en l'étant, là ça y est, on se rattrape, on se refait une visage révolutionnaire et en plus on est au premier rang face à l'ennemi. Et finalement il n'y aura pas la guerre directement à Nancy puisque ça va plutôt contourner Voilà, donc ça c'est Thionville, Longwy, Verdun. Verdun est prise le 31 août, 1er septembre 1792. Donc Verdun c'est quand même assez proche. Là, à ce moment-là, à Verdun, les Autrichiens, les Prussiens font une pause, ils veulent régler leur compte à quelqu'un qui aurait permis l'arrestation du roi à Varennes, Drouet, le fameux Drouet, et qui habite à Saint-Miel. Donc ils font une descente à Saint-Miel, on se rapproche un peu de Toul, et ce qui est super intéressant à étudier aussi sur cet été 92, c'est les rumeurs.
C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a pas d'information fiable, il n'y a pas de pouvoir exécutif. Du coup, on a des rumeurs tout le temps. Donc pendant longtemps, on a des rumeurs qui viennent complètement de l'autre côté, de Dieuze. Dieuze annonce 50 000 Autrichiens à portée de Dieuze. Du coup, on envoie des soldats vers Dieuze. Ah non, il n'y a rien. Après, c'est Château-Salins. Au bout de 3 semaines de rumeurs, on fait une espèce de cellule à la mairie de Nancy, anti-rumeurs. On essaie de débunker un peu les choses. Par contre, Toul, là c'est du bon côté, ça devient dangereux, et Toul pense vraiment être envahi, mais ne le sera pas. Donc le 22 septembre, cette première offensive, parce que l'offensive se fait aussi sur le front nord de la France, s'arrête à Valmy, qui est une bataille qui est dans un épisode extrêmement célèbre, quoi. Mais qui est aussi une thèse d'une collègue récemment là-dessus. La bataille en elle-même n'est pas elle est beaucoup plus symbolique que militaire sur le plan exactement stratégique. On vous propose de faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après pour parler de la républicanisation, parce que là on vient de passer à la République, donc le 20 septembre 1792, début de l'an 1, quoi. Et donc on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Trembler les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De nos yeux maternels, ne craignez pas les larmes, loin de nous les lâches douleurs. Nous devons triompher. Quand vous prenez les armes, c'est au roi à verser des pleurs. Nous vous avons donné la vie, guerrier, elle n'est plus à vous. Tous vos jours sont à la patrie, elle est votre mère avant nous. La République vous appelle, sachez vaincre ou sachez périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Sur ce fer devant Dieu, nous jurons à nos pères, à nos épouses et à nos sœurs. Nous jurons à nos fils, nous jurons à nos mères d'anéantir nos oppresseurs. En tout lieu dans la nuit profonde, plongeant l'infâme royauté, les Français donneront au monde et la paix et la liberté. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Les grands noms de l'histoire lorraine sur RCF. On continue notre émission consacrée à la Révolution et nous sommes toujours avec Clément Denac qui est docteur en histoire et qui a fait sa thèse sur la Révolution française et le processus de républicanisation à Nancy. Et ce sera ma première question. C'est quoi la républicanisation et c'est quoi la République? Question facile, réponse extrêmement difficile. Oui, alors la République... Alors il faut bien différencier deux choses. Déjà, nous, aujourd'hui en 2024, c'est un terme qu'on entend très souvent.
employé pour tout et rien dire, voilà, oui. mon avis. Les valeurs de la République, voilà, le champ républicain, l'arc républicain. C'est ça, le front républicain. Il se trouve que moi j'ai été enseignant en primaire, et dans ma leçon sur la Révolution 1792, la création de la République française, j'avais un élève qui m'a dit « J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, maître, liberté, égalité, fraternité, il n'y a plus de droit, c'est ça la République, mais concrètement, pour les gens, c'est quoi la République ?» Ça veut dire quoi ? Voilà. Alors, c'était le concrètement qui m'a intéressé. Et je n'ai pas su répondre, bien sûr. Donc, c'est une des questions que je me suis posée un peu dans ma thèse. Alors, pour essayer d'approcher, donc j'ai essayé d'approcher des collectifs, des classes populaires, ce qui est pas toujours facile au vu des sources. Je suis parti d'un concept de Durkheim, la socialisation. Pour Durkheim, la socialisation, c'est le processus par lequel les individus intériorisent les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. Ce processus, il tend à assurer une cohésion sociale par laquelle la société, je cite toujours, se renouvelle perpétuellement. Ouais. Donc, ça m'intéressait de regarder un processus, d'étudier un processus, comment on devient républicain. Oui, il suffit pas de le proclamer en septembre 1792 pour que tout le monde soit oui c'est bon, on est de bons petits républicains. C'est exactement ça. Surtout après des siècles de monarchie ou de duché, mais toujours avec des fonctionnements très verticaux. Féodaux, enfin verticaux. Du coup, alors, il y avait quelque chose qui collait pas dans la socialisation de Durkheim, c'est que lui il parle donc d'une société qui se renouvelle perpétuellement. La socialisation, ça servirait à recréer les conditions de sa propre existence en permanence. Là, dans le cas de la République en 1792, on est vraiment dans une période de rupture politique. Ça veut pas dire qu'il y a qu'il n'y a pas de continuité, mais en tout cas politiquement, on a une grosse rupture. Donc la socialisation de 1789, et encore plus en 1792, ne vise pas la perpétuation d'un état des choses, mais une cassure. Et tout ne s'efface pourtant pas du jour au lendemain. C'était un grand historien que Jean-L. Gamal m'avait fait découvrir en master, quand j'étais en études avec toi, Pierre, Claude Nicolet, qui lui disait « La République, c'est l'expression même de la temporalité politique. C'est à la fois le produit d'un passé et l'abolition de ce passé. » Du coup, moi, je me suis intéressé dans ma thèse à faire rentrer cette abolition de passé dans l'histoire de socialisation de Durkheim, et j'ai appelé ça la républicanisation. Alors, attention, on est en 1792, on n'est pas en 2024. La République, en 1792, elle reste entièrement à inventer. Oui, c'est une page blanche, et donc qu'est-ce qu'on crée avec ça ? Et les élites de l'époque ont en tête la République romaine de l'Antiquité, ou la République des Provinces-Unies, mais qui est une république marchande, en fait, qui ne sert jamais de modèle. On se base beaucoup sur les Romains, et on devient des anti-césaristes en 1792. Et du coup, alors, il va y avoir des courants politiques aussi qui vont se créer à partir de cette république. Il va y avoir différentes options qui sont sur la table parce que vraiment le champ politique devient complètement différent. Et à Nancy, il y a différentes tendances politiques qui vont émerger, comme au niveau national dans d'autres villes. Mais en gros, les deux grosses tendances, c'est les Girondins, les Montagnards. Et à Nancy, ça se manifeste aussi dans ces mêmes termes. Alors oui, en fait, plus on zoome, et plus les grands outils d'analyse sont inopérants. Gironde et montagne, déjà, même si on regarde dans la Convention nationale, c'est compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple, moi, qui me vient le plus à l'esprit, j'ai travaillé sur Condorcet. Condorcet est classé dans les Girondins, il a des idées aussi radicales qu'Hébert, mais étant un ennemi personnel d'Hébert, il ne s'assoit pas à côté de lui à la montagne, de Marat surtout, pas d'Hébert. Et du coup, il s'assoit avec les Girondins, dont il a fait partie d'un club 10 ans avant, et on le classe comme Girondin. Donc c'est assez compliqué du coup, c'était aussi un des objectifs que m'avait fixé Jean-Paul Roth. Tu m'as dit, travaille sur les catégorisations politiques, c'est super intéressant. Alors, à Nancy, en fait, un des critères un peu pour classer, c'est vraiment le social. C'est-à-dire que on a les élites et on a les classes sociales populaires. Les classes sociales populaires n'ont pas le droit à la parole ni au vote jusqu'en 1792. 1792, c'est le suffrage universel, masculin, même si c'est pas écrit comme ça. En fait, tout le monde peut aller voter. Et vu qu'il n'y a pas trop de contrôle des bureaux de vote, il y a des femmes qui votent. Quand on est veuve, par exemple, on a un statut de propriétaire, on peut voter. Il y a aussi des femmes d'ailleurs qui s'engagent dans les armées. C'est une grande revendication des femmes d'ailleurs pendant la Révolution française, c'est de dire nous aussi on veut porter les armes, être des vraies citoyennes. Voilà, et puis donc du coup en 1792, on est les camps en fait se forgent à la fois au local et à la fois de ce qu'on entend de Paris. Donc on a des représentants à Nancy, on a un des Girondins les plus virulents de la Convention qui s'appelle Jean-Baptiste Salle, qui est assez méconnu mais qui était vraiment un extrême girondiste.
c'est lui qui a lancé le procès de Marat en mars 1793, qui est le député de Vézelise et qui était membre du conseil général du département de la Meurthe, très, très bien connu à Nancy. Donc lui, par exemple, en 1793, on a ce qu'on appelle des missionnaires de la République, c'est-à-dire des députés de la Convention qui sont envoyés dans toutes les provinces pour favoriser une nouvelle levée de troupes. Lui, donc nous, on reçoit Antoine, ex-maire de Metz, et Levasseur, ex-maire de Sarrebourg, qui arrivent dans la Meurthe. Juste avant leur arrivée, Jean-Baptiste Salle, député de la Gironde de Vézelise, écrit une lettre pour dire ce sont des voyous, faites-les arrêter dès qu'ils arrivent, parce que ce sont des montagnards, selon lui. Donc on est vraiment dans une espèce de monde à la fois bipolarisé entre Gironde et montagne, mais au local c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que on fait confiance à Jean-Baptiste Salle, il est brillant, c'est un homme du coin, mais quand on voit Antoine et Levasseur qui sont aussi des gens du coin arriver et puis qui ne sont pas aussi anarchiques que ce que dit Jean-Baptiste Salle, alors on désavoue Jean-Baptiste Salle. Ouais. Et ça va être comme toujours des procès en pureté. Après, c'est l'histoire de la gauche aussi un petit peu. Oui, Après, du coup, on a aussi, alors c'est très intéressant, c'est qu'on a vraiment à partir c'est la Constitution de 1793, une Constitution de l'an 2, qui est soumise au vote en juillet 1793, qui est adoptée quasiment à l'unanimité à Nancy. Cette Constitution, elle dit que le peuple est souverain. C'est écrit noir sur blanc. Alors, elle n'a pas été appliquée, mais on a voté une constitution, on en a fait la pédagogie dans toutes les écoles, dans toutes les rues, on l'a lu, on l'a relu, on l'a lu à la Société populaire, on l'a lu à la mairie, on a tous voté pour, elle est énoncée en tout cas, mais c'était un peu partout pareil en France. Et du coup, et ça c'est hyper intéressant, on essaye de l'appliquer. Le peuple est souverain, et bien dès le lendemain du vote, on chasse de la Société populaire les bourgeois, ou ceux qui ne travaillent pas, et à la place, on y met des poissonnières. Ce qui change beaucoup le prisme local. Et du coup, on vient dans une idée qui est la radicalité. Et s'il y a un concept qui est utile pour comprendre un tout petit peu, rendre intelligible la politique en temps de révolution, c'est bien celui de la radicalité. Parce que c'est en fait, plus la révolution avance, plus le danger est prégnant, plus la crise, on n'a pas trop parlé, mais il y a une énorme crise des subsistances qui est due, alors, selon les plus radicaux, aux accapareurs. On pourrait dire aujourd'hui les spéculateurs, les capitalistes, c'est-à-dire les gens qui achètent beaucoup de grains, qui les mettent dans un hangar, qui attendent qu'il y en ait moins sur le marché pour le vendre plus cher. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se radicalise de partout. On a faim, nos enfants sont à la guerre, du coup, les personnes qui ne sont pas sûres, qui ne vont pas se battre, qui ont de l'argent, on les met en prison. Le député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. À force de comploter, l'ordre mutine, à gagner sans y penser, migraine maline. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine au guet, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis tout en ruine. Mais le noble on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine au guet, par la guillotine, par la guillotine au guet, par la guillotine. Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Et donc il y a un gros mouvement populaire à ce moment-là, donc l'été 1793 à Nancy. Il y a toute une, je sais pas si c'est une sorte de sécession, non c'est peut-être pas le mot, mais il y a un mouvement vraiment. C'est des sans-culottes, je posais la question comme ça. Oui, alors eux ils disent sans-culottes. Quand on en fait un peu la sociologie, ce sont effectivement beaucoup d'artisans, d'ouvriers. Moi je parle souvent des poissonnières, donc les harengères, qui sont des femmes qui ont une habitude d'oralité, c'est-à-dire que qui, de par leur métier, on vend qui parlent cri, fort, oui. Mais qui ont aussi un statut en Lorraine, qui sont chargés d'accueillir les personnalités. Donc par exemple quand l'évêque Lalande arrive à Nancy, il accueillit Porte Stanislas par les poissonnières qui lui font un discours en lorrain, un discours populaire, c'est-à-dire on le tutoie, on lui parle de sa taille, on lui conseille de manger des poissons. Donc ça c'est très intéressant. Donc ces poissonnières-là,
elles font pas. En fait, depuis le début de la Révolution, il y a des tribunes dans la société populaire. Les tribunes n'ont pas le droit de participer, c'est un public. Et il y a des sociétaires qui participent, qui débattent, qui prennent des motions, qui écrivent la Convention, qui se plaignent, etc. À partir de juillet 1993 et la Constitution, c'est majeur, cette Constitution qui n'a jamais été appliquée, mais qui a eu des effets concrets. La société populaire est ouverte aux tribunes. C'est-à-dire qu'on a une société mixte, on vote à main levée, et on va même jusqu'à faire des procès populaires dans cette société. Et du coup, la question centrale, c'était celle de la républicanisation. Et donc, c'est ce que tu as essayé d'étudier, de voir comment ça se manifestait concrètement, par quelles institutions, par quelle socialisation, par quels moyens aussi concrets. Qu'est-ce qu'on fait comme changement dans la ville, qu'est-ce qu'on fait comme décorum, qu'est-ce qu'on fait comme fête, enfin voilà, c'est tout un ensemble de processus qui se met en place. On peut même parler, si on reprend les principes de la socialisation de Durkheim, il parle de socialisation primaire, c'est ce qu'on nous apprend dans l'enfance, dans l'école, etc. Là, on peut reprendre une républicanisation primaire, on peut regarder comment les programmes scolaires évoluent, comment les classes, les enfants eux-mêmes se sentent citoyens, en tout cas prennent des initiatives, pétitionnent, créent des espèces de mini-gardes nationales citoyennes d'enfants, demandent à avoir parole à la société populaire, demandent des armes, s'engagent dans les armées. On trouve des gens qui s'engagent à 12 ans, par exemple, dans les armées de la République. Et donc on a cette première républicanisation primaire, on a la républicanisation secondaire qui se fait par sociabilité, par discussion, par le collègue de travail, par la réflexion qu'on se fait dans notre activité, etc. Et puis on a un phénomène qui est assez propre à la Révolution, qui est l'épaisseur événementielle. C'est-à-dire, il se passe tellement de choses. Là, on a juste parlé de 3-4 ans, et j'ai réduit. Mais il se passe tellement de choses, de revirements. Il y a à peu près une douzaine de mairies différentes renversées en 2 ans. Enfin, sans parler du coup des pouvoirs économiques, sans parler de l'armée, sans parler de l'Église. Une Église constitutionnelle, une Église réfractaire. Donc, en fait, il se passe tellement de choses en très peu de temps. Il y a aussi l'idée d'utopie. Donc, on parle beaucoup d'utopie. Alors, c'est pas le sens. Aujourd'hui, l'utopie, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. À l'époque, non. L'utopie, c'est un programme. On se dit vers où on veut aller. Voilà, c'est l'horizon vers lequel on veut tendre. Et donc, si on met bout à bout la notion d'utopie, le fait que toute la société est traversée par des débats politiques, même de force, c'est-à-dire que même si on s'y intéresse pas, on n'a pas le choix. Si on met tout bout à bout, on arrive à une espèce de discussion, et en fait, même les gens qui sont contre la République, contre la Révolution, même des gens qui sont en prison à Nancy pour être suspectés de contre-révolutionnarité, écrivent des pétitions pour se libérer, et dans leurs pétitions mettent en avant leur propre révolutionnarité, et ils montrent que même quand on est opposé à la Révolution, on l'a comprise et on sait mobiliser ses arguments pour se défendre soi-même. Et pour rappel, donc on parle de la Révolution française en Lorraine. On touche à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais un conseil à nous proposer pour découvrir cette période, que ce soit à Nancy, en Lorraine ou même au-delà? Enfin, qu'est-ce que... Moi, je conseillerais soit des ouvrages généraux comme la nouvelle histoire de la Révolution française de Jean-Clément Martin, qui est assez détaillé, et sinon sur des petits sujets assez faciles à lire, qui montrent aussi que c'est une période complexe dans l'historiographie, dans ce qu'on en a fait après. Il y a aussi de Jean-Clément Martin un livre qui s'appelle La machine à fantasmes, et le titre résume bien la période. D'accord. Et merci du coup Clément Denac d'avoir participé à cette émission sur l'abbé Grégoire et la Révolution en Lorraine, et on a essayé d'explorer cette notion de républicanisation. C'est donc le sujet de ta thèse. Moi, je conseille évidemment, ta thèse est disponible en libre accès sur Internet. Vous pouvez piocher dedans, il y a énormément d'informations sur l'histoire de la Révolution à Nancy et en Lorraine. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des grands noms de l'histoire de la Lorraine. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur RCF et avec Histoire d'en parler.